18e jour de guerre au Moyen-Orient, le régime iranien est-il, comme l'affirme Washington, en train de vaciller? Après une nuit de frappes particulièrement intense, et on en parlera avec Siavash Ghazi dans quelques instants, Israël se félicite d'avoir éliminé deux cibles importantes. Gholam Raza Soleimani, le chef des Bassidj, la force paramilitaire des gardiens de la Révolution. Ali Larijani également, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. L'une des figures les plus influentes d'Iran aurait, selon l'État hébreu, été éliminée. Aux dernières nouvelles, Téhéran ne confirme pas cette annonce. L'Iran, décrite hier comme détruite par Donald Trump. Quasi plus de munitions, selon le chef de la Maison-Blanche, plus de drones ni de missiles, après tout de même 7000 frappes ciblées menées par les Américains depuis le 28 février dernier. La guerre arrive-t-elle à son terme, comme l'annonce depuis déjà plusieurs jours Washington? Pourquoi avoir sollicité alors hier l'aide de l'OTAN dans le détroit d'Ormuz si tout se passe si bien? Bonjour, général Jean-Paul Paloméros, et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Avant d'entrer dans le détail, parce qu'on va évidemment aller dans le détail pendant cette demi-heure, s'il fallait résumer la situation au Moyen-Orient en quelques mots aujourd'hui, de votre point de vue, ça donnerait quoi? Ça donnerait une guerre asymétrique avec un Iran une république islamique qui est dans un réflexe existentiel et qui donc fait feu de tout bois en essayant de déstabiliser l'ensemble de la région, en particulier les pays du Golfe, mais également en Irak, qui emploie les moyens qui sont à sa disposition, qui essaye, à mon avis, d'équilibrer cette terreur et le maintien quand même d'un certain arsenal pour pouvoir continuer à vivre cette guerre, et qui maintenant se sent de plus en plus sous la pression des raids israéliens, dont on a vu combien ils étaient précis, combien ils décapitaient à plusieurs reprises le régime, et combien ça devrait normalement déstabiliser ce régime pour aboutir peut-être, pourquoi pas, à une chute du régime. Ça devrait. Donc pour l'instant, au moment où l'on se parle, ce n'est pas le cas, à vous entendre. Écoutez, il faut rester factuel, on vit cette crise à distance, mais ce qui est sûr, c'est que la succession de frappes ciblées et permanentes, avec une surveillance permanente, avec évidemment la maîtrise du ciel, fait que quand même, si on se met un peu dans la peau des dirigeants de la République islamique, on se demande comment va se terminer la journée, si vous voulez. Donc ça, c'est un facteur vraiment déstabilisant. Après, il y a les outils du pouvoir, ça c'est autre chose, c'est les missiles balistiques, ce sont les drones. Donc en fait, la guerre qui est menée aujourd'hui du côté de la coalition, c'est toujours la même. On réduit le potentiel de nuisance de ce pouvoir. On essaye de protéger ce qui doit être protégé. C'est pas toujours facile, on le voit pour les pays du Golfe. Et puis se pose une question quand même majeure dans cet ensemble, c'est qu'en est-il du détroit d'Ormuz? Alors on va évidemment s'intéresser à ce détroit d'Ormuz. Avant, on va aller prendre la température à Téhéran. Retrouver Siavash Ghazi, qui est notre correspondant et qui nous fait vivre cette crise de l'intérieur depuis le départ. Bonjour Siavash, on parlait à l'instant de ces frappes répétées et même peut-être de plus en plus intenses. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a vu d'ici. Racontez-nous peut-être cette nuit de frappe qu'on décrit comme particulièrement forte. Je crois que vous l'avez vécue de très près, vous aussi. Absolument, les frappes donc de plusieurs bombes, 3 ou 4 bombes GPU, donc qui ont frappé donc une cible militaire, une base militaire à 1,5 km de là où je me trouve, donc de mon domicile. Le bâtiment, l'immeuble a fortement tremblé. Donc la baie vitrée de ma chambre à coucher s'est détachée du mur de 5 cm au moins. Donc une souffle très très importante. Ce sont les frappes les plus importantes que j'ai vécues depuis le début de la guerre. Donc, si cela se confirme, Ali Larijani aurait été visé dans ces frappes particulièrement intenses dans cette partie du nord de la capitale iranienne. Et donc, ça serait donc la mort d'Ali Larijani serait une perte bien évidemment très importante pour le pouvoir iranien si elle est confirmée. Pour l'instant, 3h30 après l'annonce de l'armée israélienne et du ministre de la Défense, il n'y a ni confirmation ni démenti
démenti de ces déclarations. Il y a donc 3 heures, il y a eu donc une information qui a été publiée par les médias iraniens selon laquelle Ali Larijani allait publier un message vidéo, ou un message donc après pour démentir les informations données par Israël. Et une demi-heure plus tard, on a eu un message écrit donc de sa propre main qui a été publié. Et donc ça veut dire que pour l'instant on n'a pas de nouvelles de lui parce que son message écrit de sa propre main aurait pu être très bien écrit avant qu'il soit tué ou visé en tout cas. Beaucoup de questions qui se posent encore pour Ali Larijani, mais aussi pour le guide suprême, toujours invisible depuis qu'il a été nommé, désigné et qu'on décrit comme blessé, sérieusement blessé même par certains. Siavosh, racontez-nous, parce qu'il est toujours impossible pour les journalistes de se rendre en Iran. Racontez-nous comment cette guerre, elle est vécue par les Iraniens eux-mêmes. Certains attendaient l'intervention américaine. Est-ce qu'ils s'en félicitent aujourd'hui ? Écoutez, les sentiments sont bien sûr partagés. Il y a des gens qui se félicitent donc et demandent la poursuite des frappes à la fois par Israël et par les États-Unis. D'autres se serrent les coudes autour du pouvoir de plus en plus parce que il y a toutes ces zones, ces cibles civiles qui sont de plus en plus touchées avec des scènes apocalyptiques qu'on voit pas seulement à Téhéran mais aussi dans de nombreuses villes de province. Donc il y a ces deux sentiments partagés entre une partie de la population qui applaudit les frappes et d'autres qui dénoncent ces frappes et se ressoudent, se serrent les coudes autour du pouvoir. On sent une mobilisation, mais la mort éventuelle, si elle est confirmée de Ali Larijani, pourrait perturber toute cette mobilisation parce que c'était la figure montante du pouvoir iranien, alors qu'on n'a toujours pas vu le nouveau guide suprême iranien, Ali Mojtaba Khamenei, qui a été, dont on le sait, blessé dans la première frappe. Et donc, on ne sait pas quel est le degré de ses blessures. On ne sait pas non plus s'il peut diriger le pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé qu'il était aux commandes et qu'il dirigeait personnellement les affaires du pays. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu et on ne l'a pas entendu encore. Merci beaucoup, Siavosh, en direct de Téhéran. Général Paloméros, la question de l'élimination d'Ali Larijani, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Je crois que même dès le départ, dès qu'on a appris la mort du guide suprême iranien, on s'est tout de suite tourné vers Ali Larijani. S'il était confirmé qu'il avait été éliminé par les Israéliens, qu'est-ce que ça voudrait dire pour ce conflit et pour l'Iran ? Comme ça vient d'être dit, c'est le chef d'orchestre. C'était le chef d'orchestre ou le marionnettiste, comme certains le décrivent. Donc c'est important. Remplacer un cerveau, remplacer l'ayatollah, ma foi, c'est assez traditionnel. De toute façon, il est assez vieux. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Là, on a une figure agissante, en quelque part, du pouvoir de la République islamique. Donc, quelque part, j'imagine que pour l'opposition en Iran, c'est quelque chose, enfin pour la majeure partie de la population, j'imagine, ça va être peut-être un soulagement, parce que en gros, c'est un des auteurs des massacres de 30 000 ou plus d'Iraniens récents. Donc voilà, alors maintenant, est-ce que ça peut suffire à déstabiliser le régime ? Je pense malgré tout qu'à force, oui, la réponse sera oui. Et c'est ça que poursuivent les Israéliens. Ils veulent vraiment déstabiliser la tête parce qu'ils savent qu'après, si vous voulez, les actions ne seront plus coordonnées et à partir de là, ça aura plus d'efficacité. Donc ça va être extrêmement difficile pour le pouvoir, pour la République islamique de se réorganiser. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité de nuisance, ils en ont encore. Il ne faut pas crier victoire, mais ça démontre aussi quelque part le degré d'ingérence d'Israël, enfin d'ingérence, de présence d'une manière ou d'une autre d'Israël à proximité du pouvoir. Donc ça en termes de renseignement, c'est ça que vous êtes en train de dire. De renseignement humain, que ça soit de la part des Iraniens eux-mêmes, parce que ça doit exister, ou de la part d'espions, ou les deux d'ailleurs. Et ça, des agents doubles qui communiqueraient les informations aux Israéliens. Ça peut faire trembler quand même le pouvoir, parce qu'ils ne peuvent plus dormir tranquille, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est une méthode extrêmement efficace dans la mesure où ils peuvent se permettre de la mettre en application. Et comme ils maîtrisent le ciel, comme je disais tout à l'heure, évidemment, ça aide parce qu'ils peuvent vraiment choisir. Mais ça prouve l'excellence quand même de l'excellence israélienne.
Des services de renseignement, le Mossad en Oui, l'occurrence. et d'action aussi, parce qu'il faut la frapper, cette cible. Pas si paranoïaque que ça, finalement, j'ai envie de dire, les Iraniens. Ces dernières années, régulièrement, ils ont condamné, même tué, mis à mort des éléments agents secrets, comme il le disait, au profit d'Israël. Il se confirme aujourd'hui que l'État hébreu est particulièrement bien renseigné pour réussir à viser comme ça, frapper comme ça des cibles de choix. Souvenons-nous, ne serait-ce que de l'occupation allemande, si on veut faire un mauvais rapprochement, enfin un rapprochement, mais quand vous avez un régime qui terrorise sa propre population, bien sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont trouver les voies et les moyens de la résistance. Et cette résistance, elle passe par une collaboration avec l'ennemi, entre guillemets, et avec Israël. Ça, ils l'ont bien perçu. Donc, on peut voir la trace de tout ça, ce qui crée évidemment d'autant plus de doutes et d'anxiété peut-être au niveau du pouvoir. Et où est le pouvoir aujourd'hui? C'est une bonne question. Donc, on va voir si ça a des effets directs sur la guerre, mais de toute façon, Israël ne s'arrêtera pas. Israël a compris que quoi qu'il en coûte, le renversement du régime est la seule solution de long terme. Et ils continueront avec courage et ténacité de s'en prendre au pouvoir parce que c'est vraiment un des centres de gravité, bien entendu. Quand Washington dit 7000 cibles visées ces 18 derniers jours, ça vous paraît beaucoup ou pas? Non, on a vu la puissance aérienne conjuguée d'Israël et des Américains. Non, le tout est de savoir de quelle cible il s'agit et quel est l'effet final, finalement. Est-ce que c'est efficace? Ça, on ne peut pas le mesurer. Il faut garder raison. On est un peu loin de ce conflit. Et en plus, c'est très difficile de savoir jusqu'à quel point les capacités de nuisance, je parle du nombre de drones, je parle des missiles balistiques, ont été réduites. Mais sans doute d'une manière conséquente, il en reste suffisamment à la République islamique pour continuer à terroriser les pays du Golfe en particulier, voire de l'autre côté l'Irak. Donc, ce qui veut dire qu'il faut continuer inlassablement et on devrait voir le nombre de frappes normalement ralentir. Ça serait ça la conséquence directe. Et puis après voir ce qu'on fait de ce fameux détroit d'Ormuz. Alors normalement, c'est intéressant ce que vous dites, les Américains disent assurément, et ils parlent même de capacité de nuisance réduite quasiment à néant, 95% des drones détruits, 90% des missiles également éliminés. Ce sont des chiffres conséquents quand on entend ça comme ça, mais quand on regarde le terrain d'un peu plus près, on se rend compte que le Golfe est toujours secoué par les frappes, les tirs de missiles, les drones. Il y a encore eu un tué ces dernières heures dans le Golfe. On fait un état des lieux, un bref état des lieux en images tout de suite avec Noémie Roche et on en reparle juste après. Devant la presse ce lundi, le président américain n'a pas manqué de s'auto-complimenter en se vantant du travail accompli en Iran. Depuis le début du conflit, nous avons frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran. La majorité sont des cibles commerciales et militaires. Nous avons réussi à réduire de 90% leurs tirs de missiles, de 95% leurs attaques de drones, et leurs missiles sont désormais tirés au compte-gouttes. Il faut dire qu'ils n'en ont plus beaucoup. De lourdes pertes pour le régime iranien, mais pas suffisantes pour mettre fin aux ripostes sur Israël et les pays du Golfe. Depuis le 28 février, la République islamique multiplie les représailles au Moyen-Orient, malgré les bombardements israélo-américains. 11 pays ont été visés jusqu'ici, et les responsables iraniens se disent prêts pour une guerre longue. Mais le régime a-t-il les moyens de ses ambitions? Quelles sont les capacités militaires de l'Iran? Selon le Global Firepower, qui classe les pays en fonction de leurs effectifs militaires et de leur capacité de feu, l'Iran est la 16e puissance militaire mondiale. Le pays dispose de l'une des forces armées les plus imposantes du Moyen-Orient, 610 000 militaires environ. Une force terrestre peu utile dans la guerre en cours, qui se déroule dans les airs. Or, selon le Centre d'études stratégiques et internationales, le pays disposait avant la guerre des 12 jours en juin dernier de l'arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient. Des milliers de missiles balistiques et de croisières pouvant aller à plus de 2000 km.
Un stock réduit de moitié pendant le conflit, selon certains analystes. Alors, dans la guerre actuelle, l'Iran a revu sa stratégie militaire. Moins de frappes spectaculaires, mais plus de missiles à courte portée et de drones Shahed, beaucoup moins coûteux. Une stratégie qui permet au régime de tenir sur la durée, en épuisant d'abord ses munitions les moins précieuses. Voilà, l'Iran qui quand même dispose d'un sacré arsenal, même s'il a été en partie détruit par les frappes israélo-américaines. Est-ce que vous pensez que cette guerre arrive à son terme ou pas ? Ça serait outrancier de dire ça. On verra au résultat, si vous voulez, si vraiment il y a une réduction, mais drastique des frappes. Parce qu'on peut se mettre dans une autre optique qui est de dire, l'Iran, ça fait longtemps, la République islamique, elle a 47 ans derrière elle, elle a survécu à une guerre majeure contre l'Irak. Elle a eu largement le temps de reconstituer. Elle s'est préparée à tout cela. Elle s'est préparée de très, très, très longue date. Les tunnels, les emplacements durcis, profonds, ne serait-ce que pour y stocker l'uranium enrichi. Et puis, toute cette force balistique là, dont on a vu quand même un certain nombre d'éléments dans les tunnels, on voit bien que tout ça, c'est compliqué. Dans ces domaines-là, c'est sans doute la première puissance mondiale en termes de nombre de missiles balistiques et de drones. D'ailleurs, ils en ont, comme on le sait très bien, exporté vers la Russie, qui depuis les fabrique eux-mêmes. Donc, en plus, c'est extrêmement efficace, si vous voulez, parce que les Iraniens, d'une manière générale, ont une culture, sont des scientifiques de très haut niveau. Donc, oui, ça reste une puissance menaçante, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on aurait tort. Les déclarations politiques de Donald Trump, elles valent ce qu'elles valent. Moi, je n'en tiens au fait. Pour l'instant, l'Iran, la République islamique reste dangereuse pour sa population, dangereuse pour la région et dangereuse sans doute pour le monde. Un mot de ce qui se passe donc dans le Golfe. On le voit, les pays du Golfe qui ont l'air un peu surpris de ce qui leur arrive. Des débris de missiles, parfois des drones aussi qui font des dégâts, mais aussi des victimes quand même. L'histoire dira que les pays du Golfe ont sous-estimé la menace de la République islamique, et de même que les Américains, essentiellement. Alors ça, c'est entendable. Quand on voit Trump qui dit « J'ai été surpris de la réponse de l'Iran, j'ai été surpris aussi de voir le détroit d'Ormuz bloqué, ou en tout cas de cette tentative de paralysie de ce passage hautement stratégique. Il avait quand même été prévenu, et d'ailleurs ça a été prouvé, relaté ces dernières heures. Il a le droit de dire aujourd'hui qu'il ne savait pas ce qui se passerait. Ça paraît assez candide, mais j'ai peur que cette fois-ci, ils disent complètement la vérité, toute la vérité. Parce que sinon, on ne peut pas refaire l'histoire. De toute façon, on est en train de la vivre, cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est que ces pays du Golfe, c'est un centre de gravité et un centre de fragilité. On ne peut pas le dire autrement. Alors, la France fait son travail, elle les aide autant que faire se peut dans le cadre des accords de défense. Je pense que c'est un des seuls pays qui ait pris la défense, au sens propre du terme, des pays du Golfe, à part les États-Unis, bien sûr. Donc, mais tout ça, ça n'empêche pas que la République islamique est quand même capable de frapper évidemment le cœur du sujet, c'est-à-dire les dépôts de carburant, et puis de faire peur, de frapper des hôtels, frappe pas tellement les forces elles-mêmes. D'ailleurs, il y a eu quelques frappes, mais c'est pas leur souci. Ça, c'est de pouvoir faire tomber à un moment ou à un autre, peut-être par un déluge de feu, mais des frappes. Et sur des lieux très symboliques, par exemple l'aéroport de Dubaï, ça parle à tout le monde. Donc c'est quand même assez précis. Alors peut-être qu'ils ont l'aide de pouvoirs extérieurs comme la Russie pour les aider à faire du ciblage avec les satellites et tout ça. Ça, c'est pas du tout improbable. Mais et tant que cette menace-là continuera, on pourra dire que la République islamique a un pouvoir de déstabilisation de la région. De nuisance aussi, on peut le dire. De nuisance, de déstabilisation, exactement. Donc on ne criera pas victoire. Et les Israéliens le savent mieux que quiconque. Ils ne sont pas criés victoire. Ce n'est pas Benjamin Netanyahou. De temps en temps, on a un briefing. On entend très peu, beaucoup moins que Trump, effectivement. Bien sûr. Une question sur cet appel de Donald Trump aux pays de l'OTAN. Si tout se passait si bien, pourquoi Trump en appelle à l'aide des membres de l'Alliance alors ? Alors, pour Donald Trump, si vous voulez, le monde n'est pas tout à fait comme nous, on le pense. Nous, on est très rationnel, en quelque sorte. On se dit l'OTAN, c'est bien déterminé, c'est une zone géographique. Il y a 32 pays
qui se sont engagés pour leur défense collective, point barre. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Il voit l'OTAN d'abord comme une organisation transactionnelle. Je paye, mais je contribue, mais vous payez. C'est ça qu'on voit, y compris en Ukraine, hein. Les Européens sont en train de payer quand même pour les armements américains au profit de l'Ukraine. Bon, dont acte, parce que l'Ukraine a besoin de se défendre. Il y a quand même un vice là-dedans. Et donc, pour lui, l'OTAN ou les alliés pris séparément dans n'importe quelle crise, et en particulier celle-là, c'est la même chose globalement. Lui, il dit, moi je paye pour la sécurité, il faut, primo, que vous m'aidiez, que vous veniez supporter tout ça, et secondo, vous payez. Il nous fera payer. D'une manière ou d'une autre, il nous fera payer. Il nous le dira un jour, moi écoutez, si tout se passe bien, on a gagné cette guerre-là, mais comme vous n'y étiez pas, maintenant, vous allez payer. Hein. C'est normal, c'est un service. Bon. Sauf qu'on a dit non quand même. On a dit non. Qu'est-ce que vous... parce que il nous invite dans un guêpier qui s'appelle le détroit d'Ormuz, dont lui-même ne sait pas du tout comment il va se sortir. Parce que d'un côté, laisser le détroit d'Ormuz au Pasdaran, c'est une sacrée défaite. De l'autre côté, l'attaquer, ça fait partie pour moi du théâtre de guerre. J'ai appelé ça la bataille d'Ormuz, c'est pas pour rien, dès le premier jour. Il faudra mener la bataille d'Ormuz si on veut que le détroit reste un passage de libre circulation. Et maintenant, ça devient extrêmement compliqué. On ne peut pas détailler pourquoi, mais c'est pas une bataille navale. Si vous voulez, il n'y a pas un bateau contre un autre. Il y a une multitude de moyens possibles, des drones, des missiles balistiques, des embarcations rapides, peut-être des mines, pourquoi pas. Donc, on ne va pas engager, mais même Donald Trump, ces amiraux, ces généraux vont lui expliquer que c'est très dangereux d'engager un bâtiment de guerre qui n'a pas de quoi d'ailleurs manœuvrer pratiquement dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est pas comme ça qu'on s'y prendra. Mais de là à pouvoir circonscrire tout ça, ça veut dire que la prise du détroit d'Ormuz, elle s'accompagnera simplement de la fin de la guerre sans doute et de la victoire, souhaitons-le, des Alliés. Avec quand même derrière ça une grande question que je me pose en tout cas, c'est est-ce que et à quel moment les Américains vont décider de frapper les réservoirs, enfin les centres d'énergie qui sont sur l'île de Karg, 90% du pétrole iranien. Il n'est pas impossible qu'à bout de sa patience, Donald Trump le fasse. Il n'a pas fait pour l'instant. Vous avez vu, il a frappé des installations militaires sur l'île de Karg. Il a frappé l'aéroport. Mais il s'est bien gardé, contrairement aux Iraniens qui, eux, frappent les réserves pétrolières des pays du Golfe. Il reste encore cette étape à franchir. Il y rechigne parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose de fusionnel avec le pétrole. Ça, c'est plutôt psychologique. Mais peut-être pour pas mettre en péril l'avenir. Mais il y a un moment donné où l'avenir, ça passera aussi par là. Et là, ça ne sera plus la même. Alors, à ce moment-là, évidemment, il faudra être sûr que les Iraniens n'ont plus vraiment de moyens de répondre. Parce que... Si je vous suis bien, et parce qu'il va falloir qu'on termine, qu'on résume le propos, on ne va pas vraiment vers la désescalade. Il y a encore d'autres terrains de guerre qui pourraient s'ouvrir. La bataille d'Ormuz, elle n'a pas encore vraiment lieu aujourd'hui. Vous savez, quand on est chef militaire et qu'on prépare une opération, on essaye d'aller jusqu'au bout du raisonnement sans jamais négliger, non pas les détails, mais l'environnement. Le détroit d'Ormuz d'un côté, les pays du Golfe de l'autre, et sans jamais sous-estimer l'adversaire. Ça a été une grosse faute de Poutine, fort heureusement, contre les Ukrainiens. Il ne faut pas que cette coalition, elle soit prise par son désir de réussite et qu'elle transforme ses désirs en des réalités qui ne sont pas, pour l'instant, attestées par les faits. Il ne faut pas être pressé aussi non plus, j'imagine. Patience, j'appelle ça la patience stratégique. La patience stratégique. On est en plein dedans. 18e jour de conflit C'est pas beaucoup. Au Moyen-Orient. 6 mois en Libye. 6 mois.